Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Aujourd'hui, on a la chance de retrouver Brigitte Karskine. Bonjour Brigitte. Bonjour Solène. Aujourd'hui, vous allez nous parler du Chrome, du partenaire indispensable de l'insuline. Je vous laisserai vous présenter dans un petit instant. Pour rappel, Brigitte est journaliste, scientifique et propriétaire du magazine Nature Sciences Santé avec qui on propose ce webinaire aujourd'hui. Alors, pour rappel, avant de vous laisser la parole, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Livestorm, à tout moment, vous pouvez poster des messages dans le chat, notamment s'il y a des problèmes au niveau du son, de l'image ou autre, je peux vous répondre ici. Il y a la rubrique questions aussi en bas à droite de votre écran. Pendant toute la présentation, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On prend 15 minutes à la fin pour vous répondre. Et puis, donc aujourd'hui, pas de sondage, donc ce sera principalement la rubrique questions que vous allez pouvoir utiliser. Et dans cette rubrique, vous pouvez également voter pour les questions que vous trouvez particulièrement pertinentes ou intéressantes. Et Brigitte commencera par ces questions à la fin de la présentation. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je vous laisse vous présenter un petit peu et lancer cette présentation sur le Chrome. Bonjour, merci d'être là, j'espère nombreux. Je travaille dans l'univers des compléments alimentaires, donc de la micronutrition et de la phytothérapie depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages, dont le guide pratique des compléments alimentaires chez Thierry Soucard Éditions, et j'ai créé en 2016 le magazine Nature Sciences Santé, qui est un magazine qui est destiné aux professionnels de santé et des médecines alternatives, et qui est consacré essentiellement à la micronutrition et la phytothérapie. Voilà. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Alors, le chrome, partenaire indispensable de l'insuline. Quelques points de repère d'abord. La recherche, l'intérêt du chrome pour la santé humaine, on l'a découvert dans les années 1950, lorsque des chercheurs se sont rendus compte qu'en administrant de la levure de bière, la levure de bière est riche en chrome, à des rats qui souffraient d'intolérance au glucose, leur état était amélioré. Ensuite, en 1977, donc il s'est quand même passé pas mal de temps, une malade qui était alimentée par voie parentérale avec une préparation sans chrome a développé des symptômes de diabète. Alors même avec l'administration de doses très importantes d'insuline, il n'y avait aucune amélioration. Par contre, quand ils ont ajouté du chrome à la préparation, mais les symptômes ont disparu. Et ça a été le début des recherches sur l'intérêt du chrome pour la santé de l'homme. Et en 1996, le chrome trivalent est reconnu essentiel en nutrition humaine. En 2000, les résultats d'études cliniques permettent d'identifier le chrome trivalent comme un cofacteur indispensable à l'action de l'insuline. Et puis on revient un petit peu en arrière, en 2021, l'EFSA et l'ANSES décident de ne pas établir de référence nutritionnelle pour le chrome. On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Alors le chrome, c'est un oligoélément essentiel qui est indispensable à l'utilisation et au métabolisme cellulaire du glucose. Alors il est par là même indispensable à la prévention des états dans lesquels on retrouve une insulinorésistance, c'est-à-dire le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, voire même le SOPK. Alors, lorsqu'il y a un déficit en chrome, on observe une baisse de la sensibilité à l'insuline et en même temps une augmentation du taux d'insuline et une intolérance au glucose. On a une augmentation des taux plasmatiques de glucose, bien sûr, mais aussi une élévation du cholestérol total et du LDL cholestérol, une baisse du HDL cholestérol, une diminution de la masse maigre. Et lorsqu'on supplémente en chrome et que le statut en chrome est rétabli, eh bien ces modifications sont corrigées. Alors un petit rappel sur des données que vous connaissez. La glycémie, c'est le taux de glucose qui est présent dans le sucre et elle est sujette à des variations tout au long de la journée. À jeun, elle va osciller autour d'une valeur normale moyenne de 1 g par litre. Et au cours de la première heure suivant un repas, c'est-à-dire pendant la phase d'absorption intestinale, elle peut augmenter jusqu'à 1,4 g par litre, c'est-à-dire c'est une hyperglycémie postprandiale, et là on est sur une personne en bonne santé. Et ces valeurs reviennent à la normale environ 2 heures après le repas.
entre les repas, en cas de jeûne prolongé ou d'une activité physique intense, eh bien, cette glycémie peut passer en dessous de 1 gramme par litre. Alors, le glucose sanguin, il provient essentiellement, bien sûr, de l'ingestion d'aliments ou de boissons sucrées riches en sucre rapide ou de la digestion de sucre lent, et puis de réserves de glucose qui sont dans le foie et qui sont qui peuvent être disponibles au besoin, ces réserves sont présentes sous forme de glycogène et elles peuvent être hydrolysées dans les cellules hépatiques et libérées dans la circulation sanguine et ainsi participer à la glycémie. Alors, l'insuline, c'est la seule hormone qui agit sur la glycémie dans l'organisme. Et une perturbation de sa sécrétion va entraîner une intolérance au glucose et conduit à terme à un diabète. Alors, elle régule la concentration du glucose dans le sang par différents mécanismes. Elle augmente l'utilisation du glucose par les tissus. Elle favorise l'entrée du glucose au niveau cellulaire en stimulant la translocation de son transporteur. Son transporteur, c'est le glucose transporteur 4. C'est la translocation aux membranes cellulaires dans les muscles squelettiques et le tissu adipeux. Elle stimule le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie, les muscles squelettiques et le tissu adipeux, et elle le fait en activant une enzyme qui s'appelle glycogène synthase. Et en cas d'abondance de glucose, comme après un repas, eh bien, l'insuline va inhiber la production du glucose dans le foie. Alors, l'insuline, c'est un polypeptide hormonal qui est sécrété par les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas en réaction à une élévation de la glycémie. Alors, c'est le glucose, ou plutôt son entrée dans les cellules bêta, qui est le principal stimulant de la sécrétion de l'insuline. Alors, il y a d'autres stimulants, comme les acides aminés, comme l'arginine, la lysine, les acides gras et les corps cétoniques. Alors, comment s'exercent les effets de l'insuline? Eh bien, l'insuline va se lier à un récepteur spécifique qui est exprimé en priorité sur les membranes cellulaires des cellules du foie, des muscles et du tissu adipeux, qui sont ses principaux tissus cibles. Elle va activer ce récepteur membranaire et ainsi elle va déclencher une cascade de réactions chimiques qui vont permettre le transfert du transporteur du glucose sur la membrane plasmatique, la pénétration du glucose dans la cellule, la glycogénogenèse dans le foie et les muscles et la synthèse de graisse dans les adipocytes. Le résultat, c'est une baisse de la glycémie. Alors, on parle de résistance à l'insuline lorsque les cellules deviennent peu à peu incapables de contrôler l'utilisation et le stockage du glucose. Ça a pour conséquence une augmentation de la production de glucose dans le foie, la captation du glucose par les tissus cibles, en particulier par les muscles, devient difficile. Alors, il faut savoir que les muscles utilisent jusqu'à 80% du glucose circulant. Cette association de phénomènes va produire des hypoglycémies à jeun et postprandiales. Et dans un premier temps, le pancréas va réagir pour contrer cette résistance à l'insuline en augmentant la production. Mais peu à peu, le pancréas ne pourra plus contrer cette élévation de la glycémie. Donc le résultat, ça va être des taux d'insuline circulante élevés, suivis par une intolérance au glucose, et tout cela peut progresser en diabète de type 2 si rien n'est fait. Alors, qu'est-ce qui favorise l'insulinorésistance? La première chose, c'est la sédentarité. Parce que la sédentarité, l'absence d'activité physique va entraîner une diminution du lit capillaire musculaire qui va empêcher, freiner la diffusion de l'insuline. Et puis l'excès pondéral, on sait qu'on a l'excès pondéral donne naissance à un grand nombre de molécules inflammatoires qui sont présentes dans les tissus adipeux. Elles vont inhiber l'expression de l'adiponectine et celle-ci
joue un rôle important dans la sensibilité à l'insuline. Alors, le chrome renforce l'action de l'insuline, et cela par plusieurs actions. Ça va se traduire par une augmentation du nombre des récepteurs de l'insuline, des modifications de la liaison de l'insuline à son récepteur, et une augmentation de l'absorption du glucose par les cellules. Et des études ont montré qu'un déficit en chrome entraîne une baisse de la sensibilité des cellules à l'insuline. Alors, la chromoduline a été découverte pour la première fois en 1980, donc c'est une découverte relativement récente. Et elle joue un rôle important, on va le voir, et c'est à travers elle que le chrome renforcerait l'action de l'insuline. Cette petite protéine de faible poids moléculaire, est stockée sous sa forme libre, qui s'appelle l'apochromoduline, dans le cytosol et le noyau des cellules hépatiques, donc au cœur de la sécrétion de l'insuline. Alors, l'action potentialisatrice du chrome sur l'action de l'insuline s'effectuerait en 4 étages. Alors, je dis pourquoi ça s'effectuerait en 4 étages, c'est-à-dire que la chromoduline a été découverte en 1981 et un certain nombre de recherches ont contesté la réalité de son existence, la réalité de son activité. Mais la majorité des recherches sont en faveur de son existence et donc de son activité au niveau du chrome, du jeu entre le chrome et l'insuline. Donc, dans un premier temps, l'insuline se lie à son récepteur et l'active, comme on l'a vu tout à l'heure. Une fois qu'il est activé, ce récepteur à l'insuline va stimuler l'entrée du chrome dans la cellule. Et l'apochromoduline, donc la forme libre de la chromoduline, est capable d'absorber jusqu'à 4 ions de chrome. Une fois qu'elle est saturée en chrome, elle se lie à son tour au récepteur de l'insuline et renforce ainsi son activité. Et le résultat, à terme, c'est une augmentation de la translocation du transporteur du glucose à la membrane cellulaire. Donc, une augmentation de l'entrée du glucose dans les cellules. Alors, une augmentation des concentrations plasmatiques d'insuline provoque l'arrivée du chrome depuis le sang vers les cellules sensibles à l'insuline, et le chrome serait transporté par la transférine, qui transporte également le fer. Alors, on va regarder après dans différents états l'utilité d'une supplémentation en chrome et son efficacité. Alors, une intolérance au glucose, c'est la conséquence de l'instauration progressive de la résistance à l'insuline. Donc, pour faire face à cette perte de sensibilité, on l'a vu, le pancréas surproduit de l'insuline pour essayer de ramener la glycémie à des valeurs normales. Progressivement, il va perdre sa capacité à compenser cette sensibilité à l'insuline et on va voir apparaître un diabète de type 2. Le prédiabète, c'est un état intermédiaire entre une régulation normale du glucose et le diabète de type 2 avéré. Alors, on le définit par une hyperglycémie modérée à jeun, une glycémie entre 1,10 g par litre et 1,4 g par litre après un jeûne de 8 heures. Et ces mesures doivent être vérifiées à 2 reprises. Et ou une intolérance au glucose avec une glycémie comprise entre 1,4 g par litre et 1,99 g par litre 2 heures après une charge orale de 75 g de glucose, qui est donc le test de provocation au glucose. Alors, est-ce que le chrome aurait un effet préventif par rapport à cet état de prédiabète? Alors, une étude d'observation analysait les données de plus de 28 000 personnes et les résultats suggèrent un risque 27% plus faible de développer un diabète de type 2 chez les personnes qui auraient pris des compléments alimentaires contenant du chrome. Mais ce n'est qu'une étude d'observation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur une relation de cause à effet. Alors, quelques études montrent un niveau sérique de chrome plus faible chez des personnes prédiabétiques ou diabétiques, mais
la concentration sérique de chrome ne reflète pas exactement celle de la concentration du chrome dans les tissus. Donc, ce n'est pas vraiment significatif. Alors, quelques études de supplémentation ont montré, chez des personnes à risque de diabète, une supplémentation pendant 6 mois avec 500 ou 1000 microgrammes par jour de chrome, eh bien, on n'a aucune amélioration de la résistance à l'insuline ni du métabolisme du glucose. Dans une autre étude, la prise de 200 microgrammes par jour pendant 3 mois, eh bien, dans ce cas-là, elle a normalisé la glycémie de personnes présentant une tendance à une hyperglycémie ou à une hypoglycémie modérée. Elle n'a pas eu d'effet sur les personnes dont les concentrations de glucose dans le sang étaient normales. Alors, chez des personnes âgées à risque d'hyperglycémie postprandiale, plusieurs études ont montré que le chrome améliore la tolérance au glucose. Alors, cet effet a été obtenu dans différentes études de durée de plusieurs semaines à quelques mois. Et dans ce cas, le chrome était sous forme de levure enrichie ou de chlorure de chrome. Mais là encore une fois, chez des personnes âgées sans risque d'hyperglycémie postprandiale, eh bien, une supplémentation en chrome n'a aucun effet sur la glycémie ou l'insuline. Alors, pourquoi des résultats divergents? Alors, il semble que le chrome, une supplémentation en chrome sur la sensibilité à l'insuline et le contrôle glycémique ne soit pas uniforme et diffère selon les personnes. En particulier, chez des sujets qui ne sont pas déficitaires en chrome, eh bien, la supplémentation ne génère pas d'effet positif. Il semble en être de même chez des personnes sans signe d'insulinorésistance avec un métabolisme normal du glucose. Mais dans certains états prédiabétiques, une supplémentation en chrome peut avoir des effets positifs, bénéfiques. Alors, en cas de diabète de type 2, alors quelques études, même chose, on va avoir des résultats divergents. Une étude montre que la prise quotidienne pendant 3 mois, en plus d'un traitement antidiabétique, la prise de 200 microgrammes de chrome par des hommes et des femmes avec un diabète de type 2 non contrôlé, eh bien, on obtient une diminution significative de l'hémoglobine glyquée, donc un indicateur du contrôle de la glycémie sur les 3 mois précédents. Cette supplémentation a abaissé la glycémie à jeun à un niveau proche de la normale, a réduit le cholestérol total et augmenté le cholestérol HDL. Par contre, la baisse des triglycérides n'était pas significative. Dans une autre étude, alors dans toutes ces études, on n'a pas forcément de précision sur la forme de chrome qui est utilisée, et on verra à la fin que cette forme a un intérêt, est importante pour l'obtention de résultats. Dans une autre étude, la prise de 400 microgrammes par jour de chrome sous forme de levure enrichie en chrome par rapport au placebo a significativement abaissé la glycémie à jeun chez des diabétiques de type 2. En fait, l'insuline à jeun a été abaissée dans les deux groupes, mais de façon beaucoup plus importante avec le chrome. Donc là, on a encore une fois un effet bénéfique. Par contre, dans l'analyse des données de 10 essais contrôlés qui portent sur un total de 509 diabétiques de type 2, donc c'est pas énorme, la supplémentation en chrome a permis, dans une certaine mesure, mais pas uniformément, de réduire l'hémoglobine glyquée. Par contre, aucun effet, cette fois, n'a été observé sur la glycémie à jeun. Dans une autre méta-analyse, qui regroupe 28 essais cliniques randomisés, toujours sur des diabétiques de type 2. Alors, la durée de ces études est variable, elle allait de 4 à 25 semaines, 4 semaines c'est très court, et les doses allaient de 50 à 1000 microgrammes. Les conclusions de cette méta-analyse, c'est que la supplémentation en chrome conduit à une réduction significative de la glycémie à jeun, des concentrations sériques d'insuline, de l'hémoglobine glyquée et du Ohlmeyer, qui est un indicateur de la résistance à l'insuline. Donc des effets bénéfiques.
Mais là encore, pourquoi des résultats divergents? Et la réponse est pratiquement la même que dans le cas précédent. La réponse à une supplémentation en chrome dépend beaucoup du statut initial en chrome de la personne, mais pas seulement. Alors, les formes administrées, les doses, la durée de la supplémentation ont également un rôle. Et certaines personnes diabétiques ou intolérantes au glucose peuvent répondre à des doses de 250 microgrammes par jour, par exemple, ne pas répondre à des doses de 250 microgrammes, mais réagir à des doses de 400 ou 600 microgrammes, voire plus. Et des études ont montré des effets dose dépendants. Mais encore une fois, chaque personne réagit de façon différente en fonction de son état. Alors, j'ai voulu aborder aussi le diabète gestationnel, et on va voir, c'est pareil, les résultats sont toujours divergents. Alors, on sait qu'à partir du second trimestre de grossesse, il est normal chez une femme enceinte qu'une résistance à l'insuline s'installe. C'est physiologique. Certaines hormones qui sont produites dans le placenta freinent l'action de l'insuline pour orienter le glucose vers le fœtus. Et l'insuline devient moins efficace dans les tissus de la mère et son pancréas doit donc, comme dans les cas d'insulinorésistance classique, en produire beaucoup plus pour réguler la glycémie. Et chez certaines femmes, il peut arriver que le pancréas ne parvienne pas à en produire suffisamment et dans ce cas-là, une hyperglycémie de sévérité variable peut donc apparaître. On parle de diabète gestationnel lorsque les résultats au test d'hyperglycémie provoqués par voie orale donnent une glycémie supérieure à 1,80 g par litre une heure après la prise de cette charge en glucose ou 1,53 g par litre 2 heures après. Alors le diabète gestationnel, il est dangereux à la fois pour l'enfant et pour la mère. Le glucose en excès chez la mère est transmis au fœtus et cette réserve calorique supplémentaire peut provoquer un surpoids, une croissance excessive de l'enfant à naître. Et puis pour la mère, la complication la plus grave, c'est la survenue d'une prééclampsie qui peut être associée prise de poids, œdème et hypertension artérielle. Alors, est-ce que le chrome peut jouer un rôle dans ce cas particulier de la grossesse? Alors, certaines études montrent des niveaux plus bas de chrome chez les femmes qui présentent un diabète gestationnel, mais d'autres, non. Elles ne trouvent pas de lien entre le statut en chrome et le diabète gestationnel. Alors, ces divergences peuvent être dues à plusieurs choses. Aux méthodes d'analyse d'évaluation des concentrations du chrome, parce que ce n'est pas simple, à des variations d'impact selon les ethnies. Donc, si on met ensemble toutes les données, eh bien, on va avoir des divergences. Et puis, à des périodes différentes de la grossesse. En fait, des données issues d'études portant sur des femmes à leur troisième trimestre de grossesse, eh bien là, on voit vraiment un niveau de chrome plus bas chez les femmes qui ont un diabète gestationnel que chez les autres. Et à cette période, cela pourrait résulter d'une augmentation de l'expression du chrome. Alors, il y a vraiment très peu d'études qui ont examiné l'intérêt d'une supplémentation en chrome dans ce cas. Dans l'une d'entre elles, la prise quotidienne de 4 microgrammes de chrome par kilo de poids pendant 8 semaines a significativement amélioré la tolérance au glucose et abaissé la glycémie postprandiale. Mais c'est très peu étudié. Alors rapidement, l'intérêt dans le contrôle du poids et la masse maigre, tout au début, je vous ai dit que une insuffisance d'apport en chrome, on avait une baisse de la masse maigre. Alors, le chrome va agir sur la satiété, pourquoi? Parce que on a les taux d'insuline circulante sont corrélés à la masse grasse et l'excès de poids favorise la résistance à l'insuline, comme on l'a vu tout à l'heure.
Par ailleurs, un statut optimal en chrome va favoriser la régulation de l'insuline et donc exercer un effet sur la satiété en diminuant la prise alimentaire et les envies irrésistibles de sucre ou de gras. Enfin, le chrome pourrait agir sur certains neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la régulation du comportement alimentaire, de l'humeur et des fringales. Alors, quelques études ont examiné ces effets, mais là encore, on va avoir des résultats contradictoires. Dans l'une d'entre elles, la prise quotidienne de 600 microgrammes de chrome pendant 8 semaines a régulé l'appétit, donc réduit les fringales de sucre chez des femmes qui souffraient de dépression atypique. Et dans une autre étude, chez des femmes en surpoids qui déclaraient avoir des pulsions sucrées, donc avoir envie de grignoter des aliments sucrés, la prise de 1000 microgrammes par jour de chrome a diminué la consommation alimentaire, l'appétit et les envies d'aliments gras, je dis bien d'aliments gras, j'ai vérifié 3 fois, sans augmenter la sensation de faim. Donc, dans ces deux cas, on a eu des effets plutôt positifs. Donc, le chrome pourrait avoir un effet bénéfique et diminuer la masse grasse et ou préserver la masse maigre. Mais cet effet n'est pas observé dans toutes les études et reste très controversé. Et là encore, la réponse du chrome est conditionnée par de nombreux facteurs, dont son statut, la sensibilité à l'insuline ou la glycémie, et des effets positifs ne sont pas toujours observés chez des femmes qui ne sont ni en surpoids ni intolérantes au glucose. Alors que se passe-t-il quand nous prenons de l'âge? Eh bien, apparemment, les taux de chrome diminuent progressivement. Alors, c'est difficile de déterminer la concentration des tissus en chrome parce que son taux est extrêmement faible, on parle de microgrammes, et il y a des risques de contamination. La seule étude que j'ai trouvée qui a réellement mis en évidence une corrélation statistique entre les taux de chrome dans les cheveux, la sueur et le sérum date de 1997. Les chercheurs ont fait plus de 40 000 dosages et ils en ont conclu que les taux de chrome baissent progressivement avec les années et que cette baisse serait plus importante chez les hommes. Alors pourquoi cette baisse? Bon, en vieillissant, il y a une réduction des apports alimentaires. Les habitudes alimentaires changent. On évolue vers une préférence pour des aliments au goût sucré plus prononcé, comme des sucres rapides. La consommation de sucres rapides augmente l'élimination urinaire du chrome. Le vieillissement du système gastro-intestinal diminue l'absorption du chrome. Et l'élimination urinaire augmente avec le passage des gens. Donc on a à la fois une réduction des apports et une augmentation de son élimination. Alors, quelles vont être les conséquences, les causes et les conséquences? Si on reprend je sais pas, si je pense que vous allez le voir, mais moi il faut que je le passe sur un autre ordinateur pour le suivre. On reprend tous les effets du vieillissement. Donc, on a une augmentation de la consommation de sucre rapide, notamment, donc perte urinaire augmentée, une baisse des apports, donc on va avoir un déficit des apports, on a un vieillissement du système gastro-intestinal, une absorption diminuée, donc baisse du chrome, avec pour conséquence une résistance à l'insuline et une augmentation du stress oxydant. On sait que quand on a des niveaux une glycémie élevée, eh bien, il y a un stress oxydant important. Et les conséquences ultimes vont être un risque de syndrome métabolique, de maladie cardiovasculaire, bien sûr de diabète, une perte de masse maigre, une obésité abdominale, un risque plus important d'ostéoporose, un risque d'état dépressif et de déclin cognitif. Donc l'intérêt du chrome va beaucoup plus loin que son partenariat avec l'insuline. Alors, on est toujours chez les personnes âgées. En 2000, un groupe de travail nutrition des personnes âgées qui était composé essentiellement de gériatres, 100 personnes âgées de la CEDAP,
il conseille un apport quotidien de 125 microgrammes par jour pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Alors cet apport semble difficile à atteindre en raison d'une diminution globale des apports alimentaires, et puis on va le voir, l'alimentation n'apporte pas beaucoup de chrome, sans parler du fait que l'absorption du chrome venant des aliments est extrêmement faible. Une étude réalisée en France en 2007 montre que chez les personnes âgées autonomes, ces apports sont d'environ 40 microgrammes, soit moins des 2/3 de la recommandation de la CEDAP. Alors, supplémenter en chrome, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui est à l'origine du déficit en chrome possible? Alors, on l'a vu, le vieillissement, la grossesse qui va en utiliser plus, la pratique régulière d'exercice physique intensif, le stress, parce que le stress, on a une production de l'hormone du stress, le cortisol, qui augmente l'excrétion urinaire du chrome, et puis un épisode d'infection, un traumatisme physique peuvent aussi avoir un impact sur ces taux. Alors, l'alimentation des pays industriels est extrêmement pauvre en chrome trivalent. Alors, si on regarde les apports, on a la levure de bière qui est la plus riche en chrome, les moules, les noix du Brésil, et la biodisponibilité, enfin l'absorption du chrome, elle est de l'ordre de 2 à 4% en provenance de l'alimentation. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucun consensus sur les apports nutritionnels conseillés en chrome, et il n'y a plus de recommandations officielles en Europe, tout au moins, et pas en France. L'ANSES a déclaré qu'en l'absence de données supplémentaires justifiant l'essentialité des apports en chrome chez le sujet sain, elle n'établit pas de référence nutritionnelle pour le chrome. Alors, cette absence de données, c'est en rapport avec les divergences de résultats obtenus dans les différentes études cliniques qui sont dues, et puis à la difficulté aussi d'évaluer le taux de chrome chez les gens, enfin surtout le taux dans les tissus. Certaines études concluent que pour savoir en fait si on a suffisamment de chrome ou pas, on supplémente. S'il y a une amélioration, c'est qu'on n'en avait pas assez. Et ça s'arrête là pratiquement. En 2001, les apports conseillés en chrome étaient de 50 à 70 microgrammes selon les populations, 110 microgrammes étant pour les personnes âgées et 60 microgrammes pour les femmes enceintes. Et on rappelle donc le groupe de travail nutrition des personnes âgées conseillait lui un apport de 125 microgrammes par jour à partir de 70 ans. Alors, sous forme de complément alimentaire, il y a différents facteurs qui vont influer sur sa biodisponibilité, parce qu'il a une biodisponibilité relativement faible. Dans les compléments alimentaires, on va trouver essentiellement 3 formes de chrome, On va trouver de la levure enrichie en chrome, du picolinate de chrome, du chlorure de chrome. On a plus d'études, un plus grand nombre d'études sur le picolinate de chrome, peut-être moins sur la levure enrichie en chrome parce qu'elle a été autorisée dans les compléments alimentaires beaucoup plus tardivement que les autres. Pourtant, quand on regarde quelques études comparatives, eh bien, la levure de chrome organique serait 10 fois mieux absorbée que le picolinate ou le chlorure de chrome. Alors après, il y a ce qu'on prend aussi avec qui a une incidence. La prise de vitamine C renforcerait l'absorption du chrome, tandis que celle de calcium, de manganèse ou d'antiacides la diminuerait. Où il en est bien sûr de même du glucose, du fructose et du saccharose, puisqu'on a vu que le sucre accélérait l'excrétion urinaire. Alors les doses utiles selon les cas, c'est difficile de tirer une conclusion des résultats divergents des différentes études. Dans les différentes études, eh bien, les doses utilisées vont de 50 à 1000 microgrammes par jour. Dans les études, les formes de chrome utilisées ne sont pas toujours précisées, donc on ne peut pas sortir une forme de chrome et une dose précise.
Et bien, dans la pratique, on ne peut dire qu'une chose, on peut conclure qu'une chose, c'est que ces doses doivent être adaptées au cas par cas, en fonction de l'état de santé de la personne, de son statut au chrome, qu'il est difficile de connaître. Donc, il va falloir tester et éventuellement augmenter un peu les doses, tant que si on n'a pas de résultats probants. Le chrome bénéficie de deux allégations de santé. Alors c'est un peu contradictoire, hein, puisque l'ANSES et d'autres agences officielles ne donnent plus de recommandations, mais on a quand même des allégations de santé. Le chrome contribue au maintien de taux de glucose sanguin normaux et il contribue au métabolisme normal des macronutriments. Alors, pour moi, le chrome a son utilité, ce n'est pas parce qu'on a des résultats divergents, on a un grand nombre qui montrent des effets bénéfiques, simplement, ces divergences sont essentiellement dues à l'état des personnes qui ont été supplémentées. Voilà, juste encore 2 mots sur mon magazine, puis je passerai la parole à Solène avant de répondre aux questions. Donc, je vous l'ai dit, ce magazine est spécialisé sur la micronutrition et la phytothérapie. Vous avez l'adresse du site internet et je vous invite à aller le découvrir. Vous avez des extraits d'articles que vous pourrez lire pour vous en rendre compte. Voilà. Il y a notamment un numéro avec un dossier sur le chrome et l'insuline. Je vous laisse la parole, Solène. Hop. Merci Brigitte pour la présentation. Hop là. Je vous laisse regarder un petit peu les questions qui ont pu être posées dans la rubrique questions. Et puis, pendant ce petit temps, je vais présenter la plateforme SimpliCure pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas encore l'outil. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos clients, à vos patients. L'idée, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Donc, vous allez y retrouver une 60aine de laboratoires. Et depuis l'outil, vous créez tout simplement une recommandation avec des produits de différents labos si vous voulez. Hop, je vous montre rapidement en partage d'écran comment ça fonctionne. Donc, quand vous arrivez sur l'outil SimpliCure, vous arrivez sur cette page d'accueil où d'ailleurs vous retrouverez toujours les replays des webinaires, donc sur la gauche ici. Hop, vous avez toujours l'accès. Vous avez aussi le PDF qui sera disponible. Donc, par exemple, pour la présentation là, de ce midi, vous l'aurez dans l'après-midi directement sur votre interface SimpliCure. Pour créer une recommandation, vous cliquez sur « Nouvelle recommandation ». Vous allez pouvoir ensuite, comme je le disais, bien ajouter des produits de différents labos si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on a parlé du chrome. Dans la barre de recherche, vous allez tout simplement pouvoir taper chrome et voir ce que proposent les différents laboratoires avec lesquels on travaille. Vous avez des formats en liquide. Vous allez pouvoir spécifier dans les filtres avancés, par exemple, si vous cherchez des gélules, des comprimés, des formats plutôt en poudre liquide. Au niveau des fiches produits, quand vous allez cliquer sur chacun des produits, vous avez toujours un descriptif, d'abord une description du produit, la formulation et puis les conseils d'utilisation. Si vous souhaitez le recommander à un patient ou un client, vous cliquez sur « Ajouter ». Ça le met automatiquement dans la recommandation qui commence à se construire ici sur le côté gauche de l'écran. Et puis de cette manière, donc, vous pouvez ajouter différents produits en fonction du besoin. Donc là, par exemple, je vais mettre 2 produits. Vous pouvez après modifier tous les conseils de prise si vous le souhaitez ici, mettre des notes pour que la recommandation soit bien précise pour votre client. Et après, vous pouvez tout simplement sélectionner la personne à qui vous allez envoyer cette recommandation. Vous cliquez sur « Envoyer ». Et dès que vous cliquez sur « Envoyer », le client reçoit sa recommandation par mail et n'a plus qu'à faire sa commande pour recevoir ces produits directement chez lui. C'est sous 3 jours. On va recevoir son colis, donc c'est très rapide. Je vous montre un peu comment ça se présente du côté de la recommandation de votre client. Donc, s'il ouvre sa boîte mail et il clique sur son lien de recommandation, il va arriver sur cette page où il voit les produits que vous avez recommandés et il fait continuer vers le paiement pour tout recevoir directement chez lui. Donc voilà, c'est très simple, comme vous avez pu le voir pour vous. Vous y retrouvez une 60aine de laboratoires. On est très ouvert aux propositions, donc n'hésitez pas s'il vous semble qu'il y a des choses qui sont manquantes en produit ou en labo. Grâce à l'outil, vous allez vraiment simplifier déjà le fait de faire des recommandations de compléments alimentaires.
améliorer l'adhésion de ces recommandations pour vos clients parce que ça sera plus simple. Et vous pouvez également faire bénéficier de davantage de réductions à vos patients sur leur commande. C'est un outil qui est entièrement gratuit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous repartager le lien dans le chat et je vous invite à vous inscrire. Puis après, on vous présenterait un peu plus en détail la plateforme. Et je vous invite aussi au prochain webinaire qu'on propose, donc la semaine prochaine. Un premier webinaire avec Optime sur les plantes adaptogènes. Et ensuite, jeudi prochain, on parlera du stress avec le laboratoire d'Inveo. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire à tous ces événements aussi depuis la plateforme SimpliCure directement. Sans plus attendre, je vais passer sur la rubrique questions. Alors, l'impact du chrome sur le diabète gestationnel, sachant que les valeurs sont plus faibles, on parle de diabète gestationnel quand la femme enceinte dépasse les 0,90 g par litre, en France en tout cas. Est-ce que vous pouvez repréciser peut-être l'impact du chrome sur le diabète gestationnel, s'il vous plaît, Brigitte? Eh bien, non, puisqu'il n'y a qu'une seule étude qui a été faite. Donc, pas plus d'informations là-dessus. Non, pas plus d'informations là-dessus. Par contre, une supplémentation modérée, me semble, au 3e trimestre, pouvoir être recommandée, puisqu'on a une baisse du chrome pendant cette période. Est-ce qu'il y a des risques à trop supplémenter en chrome, si vraiment on a des dosages qui sont trop importants? Les études montrent que jusqu'à 1000 microgrammes, il n'y a pas d'effet toxique. Donc il y a eu quelques interrogations sur le picolénate de chrome à un moment donné, mais c'est resté sans suite, puisqu'il est toujours autorisé et sans recommandation particulière, précaution particulière. Alors, quand vous avez parlé de la régulation de la fringale de l'humeur, de quel neurotransmetteur est-ce que vous parlez? Est-ce que c'était la sérotonine? Je vous avoue que c'est une colle, je ne sais plus. Mais c'était sans doute la sérotonine si on parle de fringale. C'est probablement ça. Hein, ouais. Oui. Alors, y a-t-il d'autres indicateurs de résistance à l'insuline qu'un dosage sanguin? Pas à ma connaissance. Ok. L'ingestion du chrome est-elle optimisée si on y ajoute du zinc? Dans certains cas et dans d'autres non. Alors tout dépend si on manque de chrome ou pas. Si on manque de zinc ou pas. Oui. Si on manque de zinc, ça n'aura pas d'incidence. Si on en a, ça en aura une. Donc c'est toujours une réponse de Normand, mais il faut faire des dosages. Ok. Si on parle un peu de l'absorption du chrome, où est-ce qu'elle se fait au niveau de l'intestin, dans l'intestin? J'avoue que je ne sais pas. Exactement, non. Précisément, non. Alors, pour le diabète gestationnel, est-ce qu'il y aurait une forme de chrome plus assimilable qu'une autre, spécifiquement pour le diabète gestationnel, où on reste sur les mêmes... spécifiquement, non, mais la levure de chrome est mieux absorbée. Ouais. Ok. Bon, pour les carences, on a vu. Que dire de la présence du chrome dans l'assiette? Ça veut dire quoi? C'est sans doute, est-ce qu'à vos yeux, c'est au niveau des apports alimentaires, on est vraiment sur des apports qui sont très faibles, ou est-ce qu'on en retrouve principalement peut-être? Je l'avais abordé, hein, on en trouve principalement dans la levure de bière, dans les moules, les noix du Brésil, les huîtres, le foie de veau, les dattes séchées, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, et surtout l'absorption est très faible. Okay. C'est de l'ordre de 2 à 4%. Ok. Donc on peut dire que la présence, elle est insuffisante dans l'assiette du coup. Ah oui. Ok. Alors, on peut doser l'insulinémie et le calcul du HOMA pour déterminer une insulinorésistance. Oui. Oui. Faut-il faire des cures 1 ou 2 fois dans l'année? Est-ce qu'il y a des périodes spécifiques où on pourrait faire des cures? De quoi, en chrome?
Oui, Bah, encore une fois, ça dépend du statut en Chrome, ça dépend de l'état de santé. ouais, Quelqu'un qui est en prédiabète et son état de prédiabète s'améliore pas, je pense qu'il faut continuer. Quelqu'un qui a un diabète, je vois pas pourquoi on ferait juste des cures. ouais. Est-ce que vous conseillez de le prendre à jeun? Bah non, toujours avec un. Non, je pense au Ouais, milieu d'un repas, oui. ouais, ouais. Est-ce que vous avez des études en tête ou des informations sur la supplémentation en chrome pendant l'allaitement? Non, Non? je pense pas qu'il y en ait. Ok. On a vu peu d'études de toute façon. Oui, Euh, mais c'est surprenant hein, parce que les études sont pas très, 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 très nombreuses. Hein. ouais. Parce que moi, quand je mets dans une bibliographie des études de 1997, Oui, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. bah oui, puis des récentes, il n'y en a pas. Et les gens qui me connaissent savent que je me contente pas de vieilles présentations avec des vieilles références. Normalement, moi, jusqu'à hier, j'ai encore cherché s'il y avait de nouvelles études, et non, il n'y en a pas. Ok. Alors, j'en avais vu une autre, mais je l'ai perdue. Peut-être, ça, on l'a vu, ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Ah oui, c'était ça. Savez-vous si la levure de chrome est tolérée pour les candidos, sachant que le candidat albicans est une levure? Alors, j'ai vu des études là-dessus, et je pense que oui. Ouais. Je Ok. pense que ce n'est pas incompatible. Très bien. Alors, pour la rubrique questions, on a fait un petit peu le tour. Je vais voir dans le chat si éventuellement il y en a des questions qui sont Non, parties il y en se a pas. glisser. Il y en avait juste une sur les aliments. Mais Ah ouais, ok. Ouais, pour les diabétiques. Que vous aviez remis bien sur les slides, hein, de toute façon. hum. Vous aurez accès aux slides dans l'après-midi si vous voulez revenir sur la liste des aliments qu'on a abordés. Mais voilà, du coup, on a fait un petit peu le tour des questions. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre, Brigitte, en tout cas. Je vous en Merci pour prie. la présentation. Euh, Merci à tous d'avoir été nombreux à nouveau à midi. Vous aurez le replay dans l'après-midi. Puis je vous invite donc Quelqu'un est en train d'écrire quelque chose. Peut-être que c'est une peut-être question. pour vous remercier. Voilà. Non, ça va. Génial. Ben, écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouveaux webinaires. Et puis à très bientôt, Brigitte, sans doute pour un nouveau webinaire avec Nature, Sciences, Santé. Bon À très après-midi à tout le monde. bientôt.